Continuons notre travail dans les structures. On vient de voir que si on a deux séries convergentes, alors toutes les combinaisons linéaires sont convergentes. L'ensemble des séries convergentes est stable par combinaison linéaire. On va voir maintenant ce qui se passe avec des séries divergentes. Donc là, on va démontrer dans la proposition 16 que si on ajoute deux séries de nature différente, alors on obtient une série qui est divergente. Alors, la démonstration n'est pas bien difficile. On va travailler avec la définition. On va considérer AN la suite des sommes partielles associées à la série de termes générales AN. Donc par définition, ça va être cette somme-là. Bon, je prends des séries qui commencent à 0, ça ne change pas grand-chose si on prend des séries qui ne commencent pas à 0. On sait donc par hypothèse que la suite AN est une suite convergente et que la suite BN est une suite divergente, puisque la nature de ces suites-là, c'est la nature de la série. Donc je vais considérer la suite des sommes partielles qui est associée à la série dont le terme général c'est la somme des deux termes généraux. Je vais l'appeler Tn, cette somme partielle. Par linéarité de la somme, là je parle de la linéarité de somme finie, je peux éclater la somme en deux, ce qui permet de récupérer AN plus BN. Alors, quand j'analyse maintenant cette égalité, ici j'ai deux termes qui sont a priori, alors l'un qui devrait être divergent et celui-ci qui est divergent, lui qui est convergent. Ça, c'est pas terrible parce que nous, ce qu'on a comme stabilité, c'est plutôt de la stabilité sur les suites convergentes. Donc ça va me pousser à raisonner par l'absurde. Je vais dire, supposons que Tn converge, donc supposons Tn convergente, et raisonnons par l'absurde. Là, je vais faire ce que je fais habituellement. Je vais mettre d'un côté les termes convergents et de l'autre côté les termes divergents, et chacun va prendre les propriétés de l'autre. Si je prends le terme qui est maintenant dans le membre de gauche, comme j'ai supposé que la suite Tn était convergente et n est convergente par hypothèse, on obtient que ceci est une suite convergente. Donc, cette égalité-là, elle prouve que la suite Bn est convergente. Et là, on obtient une contradiction, puisque la suite Bn est supposée divergente puisque la série de termes générales Bn diverge, et on vient d'obtenir que la suite Bn est convergente. Donc on obtient la conjonction de ces deux propriétés, ce qui est absurde. Donc là on utilise la stratégie générale, on met de chaque côté de l'égalité les termes qui ont la même propriété, et chacun prend la propriété des autres. On a déjà vu ça de nombreuses fois. Donc on peut conclure par l'absurde que la suite Tn est donc divergente, ce qui signifie donc que la série de termes générales AN plus BN est divergente. Donc le bilan qu'on peut faire, c'est que tant qu'on additionne des séries à termes généraux convergents, on obtient une série convergente. Et par contre, si on additionne deux séries dont l'une est divergente, alors on est sûr, dont l'une est divergente et l'autre convergente, si on additionne des séries avec une convergente et une divergente, on est sûr que la somme sera divergente. On peut se demander ce qu'il se passe quand on additionne des séries à termes généraux divergents. Alors là, on ne sait pas ce qui se... Enfin, on ne sait pas. On ne peut pas conclure, ça va dépendre de la nature des séries, puisque si vous prenez la série de termes généraux 1 sur n, et la série de termes généraux 1 sur n, en additionnant les termes généraux des séries, vous récupérez la série de termes généraux 2 sur n, qui est une série divergente. On a déjà vu, la somme partielle, c'est la somme harmonique qui tend vers l'infini. On l'a vu dans les réponses précédentes. Donc là, on a un truc divergent, on l'ajoute avec un truc divergent, on récupère ici un truc divergent. Donc là, tout se passe bien. Et si je fais le même travail avec la série de termes généraux 1 sur n, qui est toujours divergente, mais si je prends la série de termes généraux moins 1 sur n, qui elle est toujours divergente, j'obtiens une série de termes généraux nulle, qui elle est convergente. Donc on voit bien qu'on peut très bien additionner deux séries divergentes et obtenir une série convergente. Moralité, on n'a pas de structure sur l'ensemble des séries divergentes. Le NEPA, il pose les problèmes habituels. Donc il faut quand même avoir bien en tête le bilan qu'on peut faire sur les structures. Tant qu'on additionne des séries convergentes, on est convergent. Par contre, quand on additionne des séries convergentes et divergentes, si une seule est divergente, alors la somme sera divergente. Mais si on a plusieurs qui sont divergentes, alors on peut a priori rien dire directement. Il faudra faire une étude un peu plus approfondie. On va maintenant aborder un chapitre fondamental, celui sur l'étude spéciale des séries à termes positifs. Donc, dans ce paragraphe, déjà, la suite AN, enfin, les suites AN qu'on va manipuler sont des suites à valeur réelle.
Plus précisément, on va même demander à ce que pour tout entier naturel n, AN soit positif ou nul. On verra tout de même que les résultats vont s'étendre à des suites de signes constants, soit toujours positifs, soit négatifs ou nuls, mais dans la plupart des résultats, je stipulerai que le terme général doit être positif, et je vous expliquerai comment vous ramener à un terme général de signe constant. Voilà pour les séries à termes positifs. Passons à ce que je vais appeler le point clé dans l'étude des séries à termes positifs. Commençons par un rappel. À ce stade, je vous rappelle que pour montrer qu'une série est convergente, il faut directement faire appel à sa définition. C'est-à-dire, à ce stade, la série est convergente si et seulement si la suite AN de ces sommes partielles est convergente. Pour l'instant, on n'a que ce résultat-là qui nous permet de démontrer qu'une série est convergente. Seulement, si vous travaillez avec une série à terme général positif, et que vous regardez comment est constituée la suite des sommes partielles. Donc, par définition, c'est la somme pour k variant de 0 à n des ak. Bon, je vais prendre des suites qui commencent à 0, mais on verra que les résultats se prolongent sans aucune difficulté à des suites qui commencent à un autre entier que 0. Si j'écris ma somme en extension, j'ai une somme de termes, donc que je suppose tous positifs, je vous le rappelle. Si j'écris maintenant an plus 1 et que j'écris directement la somme en extension, on s'aperçoit qu'on a juste un terme de plus dans la somme, le terme an plus 1. Donc tous les termes dans ces deux sommes sont en commun, sauf le dernier. On peut donc dire que an plus 1 moins an, notre terme télescopique pour étudier les variations, c'est un terme qui est bien entendu positif si on suppose que tous les termes de la suite sont positifs ou nuls. Donc le point clé de l'histoire, c'est que la suite AN des sommes partielles est une suite qui est croissante. Or, rappelez-vous, pour les suites croissantes, ou les suites monotones de façon plus générale, on avait un résultat qui était très efficace pour étudier la nature de ces suites. C'est le fameux théorème de la limite monotone. Ce théorème de la limite monotone stipule que comme la suite AN est croissante, la suite AN converge, si et seulement si la suite AN est majorée. Lorsque AN n'est pas majorée, on a vu que la suite AN diverge dans ce cas-là vers plus l'infini. C'est le cas où la suite AN est divergente. Donc une suite croissante, elle n'a qu'une seule façon de diverger, c'est en n'étant pas majorée et en tendant vers plus l'infini. L'air de rien, là, on va pouvoir récupérer un résultat différent ou améliorer la définition lorsqu'on a une série à termes positifs, puisque comme la suite des sommes partielles est croissante, on s'aperçoit que pour montrer que la série est convergente, il suffira de démontrer que la suite des sommes partielles est majorée. On vient donc de démontrer le théorème suivant. Lorsqu'une série est à terme positif, attention, ça ne fonctionne que si la série est à terme positif, alors elle est convergente si et seulement si la suite de ces sommes partielles est majorée. Alors, on va tout de suite traiter un petit exemple, et on va voir que, malheureusement, en utilisant le théorème de la limite monotone, on a fait une croix sur la limite de la suite AN, et donc on a fait une croix sur la somme de la série. Mais commençons par un petit exemple. C'est du réchauffé, on va réétudier le problème de Bâle, mais maintenant avec les outils qu'on a mis en évidence. Donc je vous rappelle que le problème de Bâle est celui de la question de la convergence de cette série-là. Enfin, le problème de Bâle, c'est plutôt le calcul de la somme. Et justement, le calcul de la somme, il va nous échapper, et on va voir que ce qu'on avait fait en DM et en DS était effectivement nécessaire pour calculer la somme de la série. Néanmoins, ici, vous avez une série à terme positif. Donc si vous considérez la suite des sommes partielles, que je vais noter AN, vous obtenez une suite croissante, puisque AN plus 1 moins AN vaut le dernier terme de la somme AN plus 1, N plus 1 au carré, qui est un terme qui est positif ou nul lorsque n tend vers l'infini. Ce qui vient valider ce que l'on sait déjà, la suite AN est croissante, c'est le cas de toutes les sommes partielles des séries à terme positif. Donc, moralité, si je veux montrer que la suite AN est convergente, pour utiliser le théorème de la limite monotone, il me suffit de montrer que cette suite est majorée. Donc je vais essayer de majorer le terme général avec un terme télescopique. Alors ce que je vais faire, vous allez voir, c'est que je vais juste décaler un tout petit peu l'un des facteurs qui sont au dénominateur, de manière à ramener une somme télescopique. Donc le n fois n, je vais le minorer par n fois n-1, je vais donc obtenir une fraction plus grande. Or, cette fraction, elle a le bon goût d'être télescopique, puisque si j'écris le numérateur à l'aide des facteurs qui interviennent au dénominateur, on peut donc obtenir que 1 sur n carré est donc inférieur ou égal à, en simplifiant la fraction, 1 sur n-1 moins 1 sur n, qui est bien un terme télescopique. Alors il faut juste faire attention à ce que ces inégalités, elles ne sont valables que quel que soit n supérieur ou égal à 2,
pour éviter évidemment que le dénominateur ici s'annule. Donc je vais pouvoir avoir une majoration de la suite des sommes partielles à n. Je vais commencer par effectuer une majoration en additionnant les 1 sur k carré quand k varie entre 2 et n, ce qui, avec la majoration ci-dessus, va me donner la somme pour k variant de 2 à n de 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. Somme télescopique qui vaut, alors le plus petit avec le plus petit, je vais récupérer ici, bon j'écris tout 1 sur 2 moins 1 sur n, donc qui va être inférieur ou égal à 1, puisque moins 1 sur n est un terme qui est négatif. Si maintenant je rajoute 1 à chaque membre, je vais bien récupérer la somme partielle totale, qui va donc être majorée par 2. Donc j'obtiens ça pour tout n supérieur ou égal à 2. Bon, ça marche aussi lorsque n est égal à 1. Il faut faire la vérification spéciale. Donc on vient bien de démontrer que la suite des sommes partielles à n est majorée et croissante, donc convergente. Bilan, on vient bien de démontrer que la série de termes générales 1 sur n carré converge, mais par contre, on a fait une croix sur la somme en utilisant un théorème existentiel. Un théorème qui nous permet de donner une condition suffisante pour que la série soit convergente, c'est que la suite des sommes partielles soit majorée, mais on n'a plus aucun renseignement sur la somme de la série. Ça va être le cas dans l'étude des séries à termes positifs. Comme à chaque fois on va se ramener au fait que la suite des sommes partielles est majorée pour que cette série soit convergente, eh bien on va complètement perdre de vue le calcul de la somme. Ce qui veut donc dire que dans les énoncés, il faudra être très attentif au fait que est-ce qu'on veut la nature de la série, savoir si elle est convergente ou divergente, ou est-ce qu'on veut la somme? Parce que le travail sur les sommes partielles ne sera pas le même. Dans un cas, il suffira de montrer qu'il est majoré, et dans l'autre cas, il faudra le calculer plus explicitement. On verra ça dans le détail des exercices. Dans l'étude précédente, lorsqu'on avait étudié la série dont le terme général était 1 sur n carré, on avait utilisé une comparaison du terme général à un terme télescopique pour pouvoir démontrer que la suite des sommes partielles était majorée et ainsi récupérer la convergence de la série. On pourrait se demander si cette méthode, on ne peut pas dans une certaine mesure la généraliser. Donc on va préciser le cadre dans lequel on va fonctionner dans ce chapitre. Donc dans cette partie, on va se donner une série avec n supérieur ou égal à n0 par exemple, et je vais supposer que le terme général, ça s'écrit comme l'image de n par une fonction qui est continue sur un intervalle. Alors on va supposer que la fonction f qui permet d'écrire le terme général, et continue sur un intervalle, mettons a plus l'infini, fonction à valeur réelle. Je vais supposer que cette fonction est par exemple décroissante, mais on peut faire le même genre d'étude avec une fonction croissante. Et mon objectif, c'est d'obtenir un encadrement de la suite des sommes partielles qui est attaché quelque part à cette fonction, à l'aide d'un terme télescopique, et on va voir que ce terme télescopique, ça pourrait très bien être une intégrale. Donc c'est parti, on va commencer par faire un dessin pour résumer la situation. Alors comme je suis dans le cadre des séries à termes positifs, la fonction f, je vais la prendre à valeur positive. Alors mon but, ne l'oublions pas, c'est de pouvoir encadrer la suite des sommes partielles, c'est-à-dire c'est de pouvoir encadrer f de k. Alors je vais supposer que mon but, ne l'oublions pas, c'est d'encadrer f de k pour pouvoir encadrer la suite des sommes partielles. Donc j'ai fait ce qui pourrait être le graphe d'une fonction décroissante sur l'intervalle a plus l'infini. Et je vais essayer de voir comment je peux représenter le terme f de k. Donc je vais représenter k sur l'axe des abscisses. F de k s'obtient tout simplement en calculant l'image de k sur le graphe de f. On peut lire la valeur de f de k ici. Donc là, vous récupérez votre fameuse valeur f de k. Et pour pouvoir comparer ce f de k à une r, comme le côté qui est ici mesure f de k, je vais me déplacer soit à droite en travaillant avec k plus 1, soit à gauche en travaillant avec k moins 1. Effectivement, si vous considérez le rectangle suivant, il va avoir une R qui mesure exactement f de k. Ça mesure exactement f de k. Et comme la fonction est décroissante, cette R-là, elle va être directement comparable à une intégrale. Donc là, si je fais mon petit schéma, la fonction f, elle va être au-dessus de f de k uniformément sur l'intervalle considéré. Donc si je considère l'aire qui est comprise dans cette figure géométrique, je vais récupérer quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose, c'est l'intégrale entre k-1 et k de f de t dt. Alors ce que j'ai fait ici à gauche de k, je peux très bien le faire à droite de k.
C'est-à-dire que je vais réécrire en orange, ici, l'aire que je vais représenter par un rectangle. Donc ici, le rectangle, c'est ce qui va se trouver à droite de K, donc de ce côté-là. Voilà l'aire de mon rectangle. Donc c'est évidemment la même aire que le rectangle en rouge. C'est juste pour qu'on puisse s'y retrouver avec le code couleur. Donc ceci se mesure exactement f de K, puisque ce côté mesure 1 et ce côté mesure f de K. Mais par contre, cette fois-ci, si je considère l'aire qui est sous le graphe de la fonction, donc l'aire qui est dans la partie qui est délimitée par ce que je dessine en bleu, là vous allez récupérer donc une intégrale qui est plus petite, c'est l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. Donc là on est en train d'encadrer le terme général de ma suite des sommes partielles f de k par des termes qui sont télescopiques. Alors pourquoi télescopiques? Parce que la fonction qui est ici, on la considère décroissante, mais aussi continue. Ça veut dire qu'elle admet des primitives. Donc ce terme-là, vous pouvez l'écrire comme grand f de k moins grand f de k moins 1, où grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle considéré, et ceci, on va pouvoir l'écrire f de k plus 1 moins f de k. Donc là, vous voyez que vous faites apparaître des termes télescopiques, néanmoins, on n'aura pas à les écrire comme ça, puisqu'on verra que la télescopie, elle va se gérer, cette fois-ci, avec la relation de Schall. Mais il faut quand même avoir conscience qu'on est en train de comparer le terme général avec un terme télescopique, qui se représente sous une forme sympathique, une intégrale, mais c'est un terme télescopique quand même. Alors, il faut quand même regarder pour quelle valeur de k cette relation est valable. Elle est valable tant que j'intègre une fonction continue, donc tant que k-1, le plus petit terme, est supérieur ou égal à a, donc ceci est valable quel que soit k supérieur ou égal à a plus 1, pour que k-1 soit supérieur ou égal à a, et pour que je puisse utiliser cette relation. Donc maintenant, on n'a plus qu'à sommer ces inégalités. Donc je vais sommer ces inégalités sur un secteur où c'est valable. Donc je vais sommer ça pour k qui varie entre a plus 1 et n, pour récupérer ma somme partielle. Alors elle n'a peut-être pas le bon départ, mais ça on s'en moque, puisqu'on sait que la nature d'une série ne dépend pas du premier terme. Et là on va récupérer, alors d'une part, l'intégrale entre, alors a évidemment ici je vais supposer que c'est un entier, naturel, quelconque, éventuellement nul d'ailleurs. Là, je vais donc récupérer l'intégrale entre a et n f de t dt, puisqu'on fait la somme ici pour k qui varie entre a plus 1 et n. Et de l'autre côté, on va récupérer la somme associée, la somme de toutes ces intégrales. Donc on va récupérer l'intégrale entre a plus 1 et n plus 1 de f de t dt. Donc quand on va examiner ces intégrales-là, si on veut démontrer que la suite des sommes partielles est bornée, on va essayer de calculer cette intégrale et de montrer qu'elle est majorée. Et si je veux démontrer que la suite des sommes partielles n'est pas majorée, je vais plutôt regarder ce côté et montrer que cette intégrale n'est pas majorée. Alors je vais détailler un peu plus le passage qui me fait passer de cette ligne-là à cette ligne-là. Donc effectivement, il est peut-être pas clair, surtout en distanciel. Donc je vais simplement dire qu'on additionne l'inégalité qui est ici, on additionne croix avec la variable k qui varie simplement entre a plus 1 et n. Donc là, ce que je vais récupérer ici dans le terme qui est à l'intérieur, je vais récupérer la somme pour k variant entre a plus 1 et n de f de k. Et de part et d'autre, qu'est-ce que je vais récupérer qui va me permettre de récupérer cette intégrale ou cette intégrale? Là, il suffit que j'additionne les termes qui majorent. Donc le premier que je vais récupérer, c'est quand k est égal à a plus 1. Ça me fait l'intégrale entre a et a plus 1 de f de t dt. Le terme d'après, ça va me donner l'intégrale entre a plus 1 et a plus 2 de f de t dt. Et le dernier terme, ça va juste être, lorsque k est égal à n, l'intégrale entre n-1 et n de f de t dt. Donc là, on s'aperçoit que le terme télescopique, c'est ce que je vous disais, il est directement pris en compte avec la relation de Schall, puisque vous calculez une intégrale avec, une somme d'intégrales avec les mêmes intégrandes, et des bornes qui vont se raccorder les unes avec les autres. Donc là, on récupère bien l'intégrale entre a et n de f de t dt en utilisant la relation. Bon, ça, il faut essayer de le faire 2 ou 3 fois, et vous verrez, ça va aller tout seul. Et si vous regardez ce qui se passe dans le membre de gauche, c'est la même chose, on va prendre le point de départ à a plus 1, donc là, la seule chose, c'est que la première intégrale, c'est l'intégrale entre a plus 1 et a plus 2. Alors j'écris plus l'intégrande, c'est f de t dt. La seconde intégrale, ça va être l'intégrale entre a plus 2 et a plus 3. Donc là, on voit qu'on
on va décrire des entiers consécutifs, plus etc. Et la dernière intégrale, c'est quand k est égal à n, on va récupérer l'intégrale entre n et n plus 1. En additionnant cette suite d'intégrales, toujours avec la relation de Schall, on va donc récupérer l'intégrale entre a plus 1 et n plus 1 de f de t dt. Alors quand on fait une comparaison somme intégrale, si on fait bien le dessin, on n'a aucune chance de se tromper. Voilà, donc voilà l'idée qui était derrière déjà l'exemple qu'on avait fait. Là, on extrait quelque part quelque chose d'un petit peu plus général. Pour voir cette méthode de comparaison intégrale sur un exemple, on va examiner la nature de cette série, dont le terme général s'écrit justement sous cette forme-là. Donc on va tout de suite identifier la fonction qui va jouer un rôle dans l'étude de cette série. Donc c'est la fonction qui a t associe 1 sur t ln de t. Cette fonction, je peux la définir sur l'intervalle i va être égal à, je vais dire 2 plus l'infini pour être sûr que le dénominateur ne s'annule pas. Après on verra si ça sera suffisant pour englober tous les termes de la somme partielle. Cette fonction-là, elle est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini comme quotient de fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas. Je peux calculer la dérivée de f. Bon, je vais la dériver comme un quotient. La dérivée, c'est moins u' sur u carré. Bon, le terme u carré, c'est juste t carré ln de t carré. Et quand je dérive ça, je le dérive comme un produit. Ça va me donner ln de t plus t fois 1 sur t, donc plus 1. Donc on récupère cette dérivée. Lorsque t appartient à 2 plus l'infini, le numérateur est positif, le dénominateur aussi. Donc ceci est strictement négatif, ce qui fait que f décroît strictement. On est donc exactement dans le cadre de l'étude. On a une fonction qui est continue, qui est strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc on peut espérer obtenir un encadrement de la suite des sommes partielles à l'aide d'intégrales, donc à l'aide de termes télescopiques. Mettons ça en place. Donc pour comprendre ce qui se passe, partons du graphe de la fonction qui a x associe 1 sur x ln de x. L'objectif est d'encadrer son terme général. Donc je vais déjà aller chercher la valeur f de k sur le graphe, la valeur que je récupère ici. Donc là, ce qui va me permettre de récupérer donc une représentation de 1 sur k ln de k. Donc là, je lis 1 sur k ln de k ici sur l'axe des ordonnées. Voilà ce que je peux dire. Et pour pouvoir représenter ça sous la forme d'une R, eh bien, je vais simplement déplacer le curseur de une unité soit à droite, soit à gauche. Tout dépend si on s'attend à obtenir un terme convergent à un terme divergent. Quand on ne sait pas trop, on va faire les deux. Donc là, on récupère notre terme. Voilà. Ça, c'est la première R. Donc cette R, elle mesure exactement le nombre qui est ici. Donc cette R, j'ai sorti les crayons de couleur là, pour être pédagogique. Je ne sais pas si c'est pédagogique d'utiliser des crayons de couleur, mais voilà. Enfin bon, voilà, on gribouille quoi. Voilà, donc ça, c'est exactement l'air qui est ici, qui est démesuré par ce petit rectangle. Alors, maintenant, pour obtenir une R plus grande, il me suffit, puisque la fonction est décroissante, de l'intégrer entre k-1 et k. Donc là, je vais récupérer l'intégrale entre k-1 et k, qui est une intégrale qui est évidemment plus grande. Donc là, je récupère l'intégrale entre k-1 et k de dt sur t fois ln de t dt. Voilà, donc là, on a la première partie. Alors cette intégrale, je peux l'assurer pour bien voir que c'est cette partie qui est là. D'accord? Maintenant, je fais la même chose. Je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que si je déplace l'air entre k et k plus 1, je vais récupérer le même petit rectangle de l'autre côté. Je vais le faire en hachuré, là. Voilà, je récupère le même petit rectangle. Donc là, je vais juste pas colorier la partie. Et je vais pouvoir le comparer à quoi? Je vais pouvoir le comparer à l'air qui est sous le graphe de la fonction, à l'air que je hachure ici. Donc évidemment, l'air que je récupère là sous la fonction, elle est évidemment plus petite que l'air qui est en vert et qui est toujours représenté par ce terme-là. Là, on va récupérer l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t dt. Donc cet encadrement, il est valable tant que la fonction est décroissante et continue. Donc c'est le cas dès que je travaille sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc dès que k-1 est supérieur ou égal à 2. Donc ça, c'est valable quel que soit k, tel que k-1 est plus grand que 2. Donc c'est-à-dire quel que soit k supérieur ou égal à 3. Pour que les fonctions qui soient ici sous les intégrales,
elles existent, elles soient continues, et la fonction y soit bien décroissante. Bon, on n'a plus qu'à additionner les inégalités. Donc, on additionne maintenant les inégalités, et on va obtenir donc au centre la somme pour k variant entre, alors le point de départ c'est 3, le point d'arrivée c'est n, des 1 sur k ln de k, donc on récupère exactement la somme partielle de ma série. Et de l'autre côté, alors je vais mettre la première intégrale et la dernière. Quand je prends k est égal à 3 ici, je vais récupérer l'intégrale entre 2 et 3 de ma fonction f, plus la suivante, ça va être l'intégrale entre 3 et 4, plus etc. La dernière, ça va être l'intégrale, alors comme je m'arrête ici à n, entre n-1 et n de la même fonction. De l'autre côté, au lieu de démarrer à 2, on va démarrer à l'intégrale entre 3 et 4, plus l'intégrale entre 4 et 5, plus etc. jusqu'à l'intégrale, comme on s'arrête pour k est égal à n, entre n et n plus 1. Voilà ce que je récupère, la majoration, la minoration. Donc la relation de Chasles m'assure que la somme partielle de rang n, que je vais appeler grand AN, est donc inférieure ou égale à, par la relation de Chasles, l'intégrale entre 2 et n des dt sur t ln de t, et de l'autre côté, je vais récupérer l'intégrale entre 3 et n plus 1 de dt sur t ln de t. Alors il y a l'une des inégalités qui va m'intéresser et l'autre moins. Alors pour ça, il faudrait calculer l'intégrale. Alors on a quand même quelque chose de la forme u' sur u, donc ça on sait que ça va s'intégrer en ln de valeur absolue de u, donc ça va s'intégrer en ln de valeur absolue de ln de t, mais comme on est sur un domaine où le log il est positif, on va donc récupérer ici ln de n moins ln de 2. Je vous rappelle ici que l'intégrale, elle est de la forme u' de t sur u de t avec u, la fonction logarithme. Et de l'autre côté, il s'avère que c'est plutôt l'autre côté qui va m'intéresser ici. Je récupère que ln de n plus 1 moins ln de 3 est plus petit que n. Et ça, c'est valable, évidemment, pour n'importe quel entier n supérieur ou égal à 3. Donc, faisons le bilan. On vient de démontrer donc la suite an est minorée par ce terme qui tend vers plus l'infini. Je peux quand même signaler que ln de n plus 1 moins ln de 3 est un terme qui diverge vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc en utilisant un théorème de comparaison, puisque je trouve que an est plus grande qu'une suite qui diverge vers plus l'infini, donc par comparaison, par théorème de comparaison, an diverge vers plus l'infini. Donc bilan, la série de termes générale 1 sur ln de n multiplié par n, quand n est supérieur ou égal à 3, est donc une série divergente. Donc on a employé exactement la même méthode que pour la série des 1 sur n carré, sauf que là, la comparaison au terme télescopique est un tout petit peu plus évoluée, il faut simplement la faire en effectuant une comparaison somme intégrale. Avant de quitter les comparaisons somme intégrale, je voudrais quand même traiter un exemple où on va travailler avec une fonction qui est continue et croissante. Donc le cadre de l'étude que j'ai faite dans l'exemple et dans le cadre général du cours, c'était avec une fonction qui était décroissante, à valeur positive. On a vu que la comparaison intégrale marche bien. Là, je vais utiliser cette comparaison intégrale non pas pour étudier la nature d'une série, puisque là, si vous regardez cette somme-là, c'est la somme partielle de la série de termes général ln de k. ln de k tend vers plus l'infini, donc le terme général ne tend pas vers 0, donc la série de termes général ln de k, évidemment, elle diverge. Là, il n'y a pas match, mais ce qui m'intéresserait, ce serait de récupérer un équivalent de cette somme. Alors ça pourra nous être très précieux dans certains exercices où, justement, le terme général est défini à l'aide d'une somme. Pour ça, le procédé va être rigoureusement le même. Je vais chercher à interpréter le terme général comme un terme télescopique pour pouvoir encadrer la somme par des sommes télescopiques que je saurai clore. Et là, je pourrais espérer récupérer un équivalent de chacun des membres. Et le cas échéant, trouver un équivalent si mon encadrement n'est pas trop grossier. Le point clé de la méthode est toujours le même. C'est de représenter le terme général par une aire d'un objet géométrique simple. Le plus simple qu'on connaisse, c'est un rectangle. Donc je vais m'empresser de dire que ln de k, je peux le voir comme cette aire-là. Donc là, on gribouille.
Ça mesure exactement ln de k. Ok, et je peux faire exactement le même schéma de l'autre côté. L'air que je récupère ici, allez, on regribouille, ça mesure exactement ln de k de la même façon. Donc là, j'ai deux rectangles qui mesurent exactement ln de k. Maintenant, ces deux rectangles-là, qui mesurent ln de k, je vais pouvoir les comparer à une intégrale. Alors, quelle intégrale? Si je veux une intégrale plus grande, comme la fonction est croissante, il suffit que je regarde ce qui se passe à droite de k. Comme la fonction ln, elle majore ln de k sur l'intervalle k plus 1, en intégrant cette inégalité, je vais récupérer, dans un cas, ln de k, et dans l'autre cas, l'intégrale entre k et k plus 1 de ln de t dt. Et dans l'autre cas, je vais récupérer l'intégrale de la fonction ln de t, qui est plus petite que ln de k, puisque ln de t est plus petit que ln de k sur l'intervalle k-1k. Donc en intégrant ces inégalités, on récupère bien l'intégrale entre k-1 et k de ln de t dt. On vient bien de coincer notre terme général de la somme entre deux termes télescopiques via la relation de Schall. Bon, il faut déjà que je dise pour quelle valeur de k cette inégalité est valable. Alors, tiens, elles ne sont pas valables toutes les deux. Alors, si je prends l'encadrement global, il est valable quand k-1 est supérieur ou égal à 1, donc quand k est supérieur ou égal à 2. Et après, vous pouvez dissocier les deux inégalités, et on s'aperçoit qu'elles ne vont pas être valables aux mêmes endroits. Par exemple, cette inégalité-là, elle est valable quel que soit k supérieur ou égal à 2, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Par contre, l'autre inégalité, cette inégalité-ci, elle est valable uniquement, plutôt au sens un peu plus large, quand k est supérieur ou égal à 1, puisque la fonction log, elle est bien continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, moralité, l'inégalité de droite, je pourrais l'additionner avec des cas qui peuvent être éventuellement égaux à 1. Par contre, pour l'inégalité de gauche, il faudrait que je prenne des valeurs de k qui sont plus grandes que 2. Je vais dissocier ce qui va se passer à droite et à gauche. À droite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner les termes quand k varie entre 1 et n. Donc je vais récupérer que la somme quand k est compris entre 1 et n de ln de k est majorée par l'intégrale, alors la somme des intégrales, donc on va commencer avec l'intégrale entre 1 et 2 de ln de t dt, plus l'intégrale entre 2 et 3 de ln de t dt, plus, etc., l'intégrale entre n et n plus 1 de ln de t dt. Donc on récupère bien que notre somme va être majorée via notre relation de Schall par l'intégrale entre 1 et n plus 1 de ln de t dt. Pour ce qui est de la minoration, on va faire la somme, mais cette fois-ci, on va être obligé d'utiliser la somme pour k est supérieur ou égal à 2. Donc la première valeur de k que je vais considérer, c'est quand k est égal à 2. Je vais récupérer que l'intégrale entre 2 et 3 de ln de t dt, plus l'intégrale entre 2 et 3 de ln de t dt, plus, etc., l'intégrale entre, alors le dernier terme que je vais prendre, c'est pour n-1 et n de ln de t dt, est inférieur ou égal à la somme, alors attention, on commence k2 cette fois-ci, pour k variant de 2 et n de ln de k. Si je réutilise la relation de Schall, je vais récupérer que l'intégrale entre 1 et n de ln de t dt va donc être inférieur ou égal à la somme pour k variant entre 2 et n de ln de k. Maintenant, je vais utiliser la majoration et la minoration pour récupérer un encadrement de l'intégrale. Je vais utiliser maintenant ma majoration et ma minoration pour obtenir un encadrement de la somme. J'ai directement la majoration, l'intégrale entre 1 et n plus 1 de ln de t dt, et la minoration va me faire intervenir donc le terme ln de 1 que je dois rajouter à la main, mais il est nul. Donc l'intégrale entre 1 et n de ln de t dt. On a donc ces deux majorations. Donc là, j'ai juste dit que le terme qui me manque pour obtenir la somme totale, c'est ln de 1. Mais ln de 1, il est nul, donc on peut bien récupérer la minoration et la majoration pour la somme qui commence à 1. Bon, alors maintenant, on va calculer cette intégrale. Pour ça, on va faire une intégration par partie, pour se débarrasser de la fonction log. Ou alors, vous connaissez par cœur une primitive de log. Allez, ça on peut se permettre de connaître. Une primitive de log, c'est t ln de t moins t, pris entre 1 et n. Donc on va récupérer que cette intégrale, elle vaut n ln de n moins n, moins la valeur en 1, donc plus 1. Et donc l'intégrale entre 1 et n plus 1 de ln de t dt, elle vaut le même genre de choses. On va récupérer n plus 1 ln de n plus 1, moins
n moins 1 plus 1, donc juste moins n. Donc on a un encadrement de cette somme, et l'objectif étant d'en trouver un équivalent, on va déjà regarder si on est capable de trouver un équivalent simple de la suite qui est à droite et de la suite qui est à gauche. Alors je vais commencer par le premier terme, celui-là. Alors déjà ça c'est équivalent à n ln de n, tout simplement parce que n est négligeable devant n ln de n. On revient à la définition, le rapport tend vers 0. Je ne parle même pas de 1 qui est aussi négligeable devant ln de n. Évidemment la suite 1 elle est négligeable devant toute suite qui tend vers plus l'infini. Pour le deuxième, alors je vais exploiter le fait qu'en factorisant le terme dominant dans le log, ceci s'écrit sous cette forme, et ceci est bien équivalent à ln de n, puisque le terme qui est ici tend vers 0, il est donc négligeable devant ln de n qui tend vers l'infini, et donc on récupère que lui, là, il est aussi équivalent à n ln de n. Ce qui veut donc dire que de chaque côté de cet encadrement, le terme que je récupère est équivalent à ln de n. Ça va me donner quoi? Si je multiplie maintenant chaque membre de cette inégalité par 1 sur n ln de n, là on va récupérer notre fameuse intégrale entre 1 et n de ln de t dt. Ici on va récupérer donc 1 sur n ln de n multiplié par la somme qu'on cherche à contrôler. Et enfin la majoration avec l'intégrale entre 1 et n plus 1 de ln de t dt multiplié par 1 sur ln de n. Or, chaque membre ici tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini, puisqu'on a vu que l'intégrale était équivalente à ln de n fois n, donc ceci tend vers 1, et ceci tend vers 1 pour les mêmes raisons, lorsque n tend vers l'infini. On vient donc de démontrer que lorsque n tend vers l'infini, les deux suites qui encadrent cette suite-là tendent vers 1, on peut donc appliquer le théorème d'encadrement. Le théorème d'encadrement m'assure que cette suite-là, elle converge vers 1. Mais dire que cette suite converge vers 1, c'est dire que la somme quand k varie entre 1 et n de ln de k est donc équivalent à n ln de n. Donc là, on est obligé de revenir au théorème d'encadrement, puisque dans le programme, on n'a aucun résultat qui nous permet de conclure directement. Donc vous avez vu que quand la fonction est croissante, on va récupérer une approximation télescopique du même ordre, simplement le sens des inégalités, il est inversé. Mais l'idée reste exactement la même. Donc dès qu'on aura un terme général qui est monotone par rapport au paramètre k, on pourra penser à faire une comparaison somme intégrale.